d'armes à feu en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 sur cette planète qui est armé. La seule question, c'est comment armer les 11 autres. Je vais vous demander à tous, un court instant, de vous concentrer, pourquoi pas de fermer les yeux et de visualiser un visage d'une personne à qui vous tenez profondément sur cette planète. Maintenant que vous avez ce visage, posez-vous la question. Seriez-vous prêt à mourir pour cette personne? Accepteriez-vous de donner la vie pour sauver la sienne? Parce que l'humain est quelqu'un de raison, évidemment, mais également de cœur, il est probable que vous répondiez oui. Mais par votre instinct, votre nature même d'homme, vous tenteriez de vous battre avant de mourir pour lui. De vous battre pour lui. De vous battre pour vous deux. Mourir ou le sauver, vous le sauveriez. Le sauver lui ou vous sauver vous deux, vous tenteriez donc de vous sauver vous deux. Mon arrière-grand-père maternel, Maurice Fantier, a choisi de se battre, lui. Il s'est battu à une époque où ce mouvement avait une cote de 30 contre 1. Mon arrière-grand-père était résistant à Montauban. Et il a logé plus de 146 juifs. Il s'est battu pour eux, pour vous, pour nous. Quand je dis il s'est battu, je minimise mes mots. Parce qu'en vérité, il a fait plus que se battre. Il a fait la guerre. Oui, la guerre. Décrite comme désastreuse, effroyable, par ceux qui n'ont pas le courage de la mener, mais qui profiteront silencieusement de ses résultats. La guerre, décrite comme noire, proche de l'apocalypse, trop terrifiante pour qu'on ose prétendre à ses bienfaits. Mais n'est-ce pas la guerre qui a permis à des milliers d'hommes de survivre? N'est-ce pas la guerre qui a permis aux descendants, à vos descendants, de vous donner la vie? N'est-ce pas la guerre qui a permis aux Alsaciens d'affiner leur rhétorique de langage et de changer Schmetterling par papillon? Nous sommes tous ici entre bonnes personnes. D'abord parce que notre compte en banque nous l'indique, et puis parce que nous avons tous une vague idée de notre société actuelle, de son fonctionnement, de son économie. Nous savons par exemple qu'un pays va bien, ne connaît pas de crise, qu'elle soit sociale ou économique, quand elle a réussi à permettre à ses citoyens d'avoir un salaire, de travailler, de nourrir leur famille. A l'inverse, et l'actualité nous le rappelle, quand il y a chômage, perte d'emploi, baisse de salaire, alors la paix toute puissante qui régnait s'envole, disparaît. Il est prouvé par nombreux économistes que la guerre est à l'origine d'une économie florissante. Oui. La guerre a le mérite de prétendre qu'un pays puisse approcher sa courbe du chômage du presque zéro absolu. Donc, il est d'un syllogisme simple, logique d'affirmer que si la guerre supprime le chômage et que le chômage est à l'origine de la destruction de notre société, alors la guerre supprimera l'autodestruction de notre société. La société vise à s'améliorer. S'améliorer, c'est progresser. La guerre est à l'origine du progrès, de l'innovation. Savez-vous qu'un décès sur 4 en France est causé par un cancer? Et pour optimiser les probabilités de soigner ce cancer, il est nécessaire d'utiliser une IRM pour le détecter, avant que ce soit trop tard. Savez-vous que c'est la guerre qui a poussé l'homme, et dans ce qu'apprécie la femme, à débuter les premiers travaux qui ont mené à la création de l'IRM? Donc, la personne, votre mère, votre enfant, auquel vous pensiez au début, si demain cette personne est atteinte d'un cancer, c'est bien grâce à Fut la guerre que vous pourrez probablement le sauver. Le sauver. Et si nous élargissions un petit peu plus ce prisme, et que nous parlions de nous sauver? Nous l'avons évoqué tout à l'heure, et je pense que c'était nécessaire, j'ai trouvé ça répétitif, mais je pars en improvisation totale pour vous dire que c'est nécessaire de parler de ces sujets, et que les chiffres ne sont pas vains. Non, il fallait citer ces chiffres un par un. Au vu de toutes ces crises que la planète connaît, il est évident, que la mission menée par Joseph Cooper et son robot TARS sera plus que le scénario d'Interstellar demain. Oui, les scientifiques de tous les domaines le disent, il va falloir trouver des solutions. Et la plus loufoque soit-elle, mais la plus futuriste et la plus probante est certainement celle proposée par M. Musk, qui dit que si on investit plus lourdement dans l'innovation, alors ces fusées ferries qui s'envoleront pour nous emmener loin auront peut-être plus de chances d'arriver plus vite. Et tous nous le savons, dans des périodes de guerre, pour survivre, il faut investir, et notamment dans la recherche. Donc si tous, ici, on admet que notre propre destinée, il va falloir faire la guerre à celle-ci,
alors tous nous sommes en mesure de nous dire qu'il faut investir, s'investir, se battre et faire la guerre pour notre survie. Bien sûr, nous pouvons parler de remporter cette guerre sans mettre en place une stratégie ambitieuse et réfléchie. Et je crains que l'arme à feu, bien qu'incroyable de par sa proximité avec la mort, ne soit plus vraiment l'outil majeur dans la guerre qui sera nôtre. Car il ne s'agit plus de tuer, mais de vivre. La guerre n'est pas que crime et châtiment. Et si Dostoïevski a su trouver une paix intérieure, c'est qu'il a réussi à faire la guerre à ces démons qui l'entouraient. Soyez Dostoïevski. Faites la guerre aux démons qui vous entourent, qui, je le rappelle, sont nos démons à tous. Chaque génération a connu sa guerre. Tâchons d'être celle qui l'amènera sans donner la mort. Faisons la guerre pour la vie. Je vous remercie. Tant que les hommes sont en vie, ils pourront trouver des solutions. Donc du coup, quelle est la pire chose qui puisse nous arriver? Ce serait de mourir. Mais en même temps, la mort, n'est-ce pas ce qui nous permet aussi de terminer certaines choses qui nous déplaisent? Par exemple, qui aujourd'hui, en tant que chef d'État ou de dictateur, arrêterait une guerre si ces sujets ne sont pas morts? Qu'est-ce qui nous permettrait d'arrêter cela? La mort, aujourd'hui, nous permet réellement d'achever certaines choses. Prenons par exemple des personnages horribles de notre histoire, des personnages que nous n'avons pas envie de nous remémorer, tels que Hitler, tels que Staline. Et bien sans la mort, on devrait encore se les coltiner. Ils seraient toujours là parmi nous. Peut-être même qu'ils seraient encore en train de persécuter. Eh bien non. La mort a fait son travail. Et puis, après tout, la mort, ce n'est pas ce qui nous permet de vivre. Comme nous disait Jiddu Krishnamurti, la mort n'est pas quelque chose à éviter. Elle est plutôt une compagne de tous les jours. Et à partir de ce moment-là, naît l'immensité sur la vie. Et je prends cet exemple tout simplement parce que, personnellement, il y a 2 ans, un de mes proches a connu la mort. Mon meilleur ami du lycée, qui était l'homme le plus bon vivant que je connaisse, est décédé dans un accident de moto. Au départ, après avoir fait mon deuil, et après avoir éliminé toute cette tristesse, je me suis dit une seule chose. Il est mort, mais je suis en vie. Et rien que pour ça, il faudra peut-être que je vive pour nous deux. Parce que si lui m'a appris à aimer la vie, dans ce cas-là, je devrais en profiter parce que lui n'a pas pu le faire. Donc oui, la mort nous permet aussi de nous recentrer. La mort, c'est quelque chose qui nous a permis aussi à tous de comprendre ce qui se passe. C'est ce qui nous permet de vivre des émotions. Qui connaîtrait la peur s'il ne mourait pas? La joie, ou même l'envie d'aimer. Nous vivons aujourd'hui parce que nous savons que cette vie va prendre fin. Mais si la vie ne prenait pas fin, aurions-nous réellement l'envie de la vivre? Confucius nous disait, qu'est-ce que la vie si l'on ne sait pas qu'est-ce que la mort? Et moi j'aimerais dire la chose inverse. Qu'est-ce que la mort si l'on ne sait pas qu'est-ce que la vie? Parce que, en tout, c'est la vie qui nous réunit. C'est parce que nous sommes en vie que nous sommes là. Mais sans la mort, peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais même pas pris le risque de m'adresser à vous. Si je m'adresse à vous, c'est parce que j'ai envie de la vivre, ma vie. Je n'ai pas envie de laisser tout passer. Parce que je sais qu'il y a une date limite. J'ai envie d'appeler une date de péremption pour nous tous. Il y a quelque chose qui nous attend à la fin. Et donc, du coup, on profite. Donc oui, la mort arrive. Profitons de la vie avant qu'elle ne le fasse, mais acceptons aussi le fait qu'on meure. Et j'aimerais terminer sur un artiste que j'admire beaucoup, qui disait de beaucoup de religieux qu'ils veulent aller au paradis, mais ne sont pas prêts à accepter la mort. Merci.
sournoiserie, l'invention, le simulacre, le bobard, la tromperie, la fable, la fabulation, la feinte et j'en passe. Le mensonge est surtout l'art de feindre la vérité pour tromper son public. Autant vous dire que le thème est désormais bien choisi pour ce jour. Qu'importe, l'art de mentir est, selon Voltaire, à la fois un pléonasme à la langue française, mais encore, il est la qualité suprême pour tout être humain qui souhaite arriver à ses fins. Relevons déjà donc de ce fait la ténacité à toute épreuve des menteurs. Mais encore, l'art, ne l'oublions pas, est une discipline sérieuse qui repose sur des concepts, préceptes et disciplines des plus rigoureuses, dans le but de maîtriser une technique précise. Mais j'ai surtout bien l'impression qu'actuellement nous croisons beaucoup d'artistes qui s'ignorent. Mais encore, l'art s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions, à l'intellect du peuple. On considère d'ailleurs le terme art par opposition à la nature, conçu comme puissance produisant sans réflexion. J'ai bien l'impression que celui qui a écrit cette définition ne s'est jamais donné la peine de mentir. Produire sans réflexion. Par contre, là, pour le coup, désolé Voltaire, mais je ne suis pas sûre que le manque de réflexion soit le fort des menteurs. Je vous explique. De ce point de vue, ne banalisons pas le mensonge. Ne le réduisons pas à une activité vile, vaine et sans but. Vous devez, pour être certain de maîtriser cette discipline, jouer avec tous vos sens et capacités intellectuelles. De la sorte, le mensonge repose sur un panel large et diversifié de compétences et de qualités, disons-le clairement. Le premier, le sens de l'improvisation, chose que je n'ai pas d'ailleurs. Admettons que vous êtes là, pris sur le vif, parce que vous avez caché quelque chose que les gens n'étaient pas censés savoir, ou vous avez trompé votre mari, votre femme, ou bien vous avez omis de dire à votre patron que vous n'étiez pas malade et que quelques jours de repos n'auraient pas été de refus, ou bien vous avez mangé tous les chocolats de Pâques de vos enfants. Bon bref, toutes les situations sont bonnes à prendre. Et là, en quelques quarts de seconde, vous devez faire en sorte que tout s'agence dans votre esprit, que tout s'imbrique, avant même que votre interlocuteur n'ait pris conscience que vous ne saviez pas quoi répondre. Nous pouvons dire, un bon menteur est un esprit vif. Le second, la comédie et le sens du drame. Dans le cas où, par hasard, vous ne seriez pas en forme ce jour-là, nous ne sommes pas tous des machines et nous avons chacun nos petits moments de faiblesse. Eh bien, le menteur a aussi la capacité, tel un caméléon, de se fondre dans la masse. Victimisation, dramaturgie, humour, colère, telle est la palette d'émotions d'un menteur qui se respecte. Le troisième, l'imagination. Un menteur n'est qu'un bon menteur que quand il est capable de raconter des histoires tant invraisemblables qu'elles vous paraissent tellement grosses qu'il vous semble donc impossible qu'il puisse être à l'origine d'une histoire si farfelue, évidemment. Le quatrième, la mémorisation. Alors cela peut paraître évident, mais il faudra veiller pour que votre histoire tienne la route, à ce que vous soyez capable de répéter l'histoire à de tierces personnes, sans même éveiller les soupçons. Par conséquent, bien que l'imagination soit une qualité requise, pour monter à bien son bobard, le menteur possède aussi, à contrario, une qualité certaine pour la mémorisation des chiffres, des dates, des personnages, des faits, etc. Le cinquième, l'empathie. Si le menteur vous raconte des foutaises, c'est uniquement parce qu'il souhaite vous préserver la vérité. Il se préoccupe essentiellement de votre bien-être et ne désire pour vous que votre bonheur, un brave type. Et enfin, le sixième et dernier point, vous irez loin dans la vie. Je pense que l'on puisse dire que le mensonge, sous ses aspects blasphématoires et rédhibitoires, est en réalité le kit des meilleures compétences que vous puissiez avoir. La linguistique, le sens de l'improvisation, l'imagination, le goût du risque, la rhétorique, la mémorisation, l'empathie, sont tout autant des qualités requises pour faire de vous un menteur digne de ce nom. Et enfin, ce talent pourra vous mener à de grandes carrières,
pour lesquelles ces aptitudes pourront vous mener loin. La politique, par exemple. Merci.